Bonjour à tous, je suis Lucas Bessier, étudiant à l'IFIC en option journalisme et je suis en compagnie de Perspective TOSA et nous accueillons aujourd'hui Pierre Danel, représentant du Parti socialiste du Puy-de-Dôme. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie? Dans la vie maintenant, je suis retraité, mais je suis un vieux Clermontois, si je puis dire, et un vieux militant de gauche. J'ai commencé à m'intéresser à la politique quand j'étais étudiant, et je suis rentré en 1967 au Parti socialiste unifié, dont Michel Rocard venait de prendre la direction. Puis en 1974, je suis rentré au Parti socialiste. J'ai exercé différentes fonctions dans ce parti, jusqu'à la fonction de premier secrétaire de la fédération. J'ai exercé des responsabilités en tant que directeur de cabinet de Michel André, ministre des Droits des Femmes. Très bien, donc du coup depuis le temps que vous êtes dans le Parti socialiste et dans la politique en règle générale, vous avez dû voir une certaine évolution. Quelles sont selon vous les grandes étapes qui ont fait un petit peu la vie du Parti socialiste dans le Puy-de-Dôme? Alors, je veux dire que je ne suis pas représentant du Parti socialiste, je n'ai plus aucune fonction dans ce parti. Je vais vous en parler de manière un peu décalée et extérieure. La première grande étape pour le Parti socialiste, c'est la place de la SFIO, qui, à partir de la Libération, prend la mairie de Clermont-Ferrand avec Gabriel Montpied, et qui va rester très longtemps. Et depuis d'ailleurs cette époque, la ville de Clermont est restée à la CFIO, puis au Parti socialiste, qui est devenu le Parti socialiste. Donc la libération, c'est une grande étape. La deuxième grande étape, je dirais, c'est la création du Parti socialiste et l'arrivée ici. Il est arrivé du Nord, de Roger Quillot, qui devient un premier secrétaire fédéral, qui est un proche de François Mitterrand et de Pierre Mauroy, et qui va devenir un des maires de Clermont-Ferrand, un personnage important dans la ville. C'est une deuxième grande étape, pas seulement par l'arrivée de Roger Quillot, mais parce que ça correspond à un moment de nouvelle dynamique du Parti socialiste, qui, après le congrès d'Épinay, va se développer jusqu'en 1981, date de l'élection de François Mitterrand. Puis après, on peut dire qu'il y a l'épreuve du pouvoir, plusieurs épreuves du pouvoir, et que les choses changent à la fin du mandat de François Hollande pour arriver à la situation que nous connaissons depuis, où il y a eu un net recul du Parti socialiste. De quelle mesure le poids historique de l'industrie Michelin, Thiers, entre autres, a-t-il façonné la culture politique socialiste dans le département? Et je dirais que le département, je pense à un personnage qui est assez révélateur, qui a été député de Saint-Éloi-les-Mines, Alexandre Varenne, qui a été longtemps parlementaire et plus tard fondateur de la montagne. Saint-Éloi-les-Mines, c'est les mines. Il y a certes les usines, et on connaît les usines du caoutchouc, Michelin, Bergougnan, mais il y a dans toute la région, de Montluçon à Issoire, une activité industrielle et une population ouvrière. Cette population ouvrière, elle a des origines rurales dans un premier temps, puis après, il y aura un élargissement avec l'arrivée des gens d'Europe du Sud, des Espagnols, les Italiens, les Portugais surtout, parce que les difficultés politiques de ces pays se font ressentir et ça génère de la migration. Voilà, il y a une population ouvrière qui se développe. Cette population ouvrière, elle est marquée par le poids de la religion, du catholicisme dans cette région, ça compte. Et l'apport, par exemple,
des jeunes de l'Action catholique qui vont vers la CFDT, à l'époque CFTC. Et puis la CFDT est un poids important qui va donner du sens à l'évolution de la conception du socialisme à Clermont et dans le département. Ouais. C'est une belle évolution. Le Puy-de-Dôme a longtemps été un territoire où communistes et socialistes coexistaient fortement. Comment cette relation a-t-elle évolué localement au fil des décennies? Je dirais que les relations entre le PS et le PC ont été de bonnes relations. Même s'il y avait une concurrence, ça fait longtemps que le PC et le PS sont alliés à la mairie de Clermont-Ferrand, par exemple. Et on a eu de fortes personnalités communistes dans le département d'André Chassaigne. Voilà, ça n'est pas quelque chose. Ce que je dirais, c'est que pour un département avec une population ouvrière forte, ce n'est pas le Parti communiste qui était dominant dans la population ouvrière. Le Parti socialiste, justement, met beaucoup en avant du coup la population ouvrière et le passé ouvrier du Puy-de-Dôme. Mais du coup, comme vous disiez tout à l'heure, c'est aussi une région qui est fortement rurale. Mais c'est quelque chose dont on entend moins parler du côté socialiste. Est-ce que vous avez une explication à cet D'abord, effet? je dirais que le département du Puy-de-Dôme, le conseil général puis le conseil départemental sont restés longtemps à majorité socialiste. Il y avait eu un petit intermède de 6 ans, mais c'était la dominante socialiste. Et un des personnages qui a marqué la vie politique, c'est Arsène Boulet, qui était maire de Romagna, mais qui était député et qui a pesé beaucoup, y compris dans la formation des membres du Parti socialiste, des plus jeunes. C'était un homme très affable, très ouvert, et un militant de longue date. Aujourd'hui, comment le Parti socialiste se repositionne-t-il face à la concurrence? Quand on parle de concurrence, je veux dire des écologistes ou du centre, par exemple. Bien, ici, la fédération du Puy-de-Dôme du Parti socialiste est, je dirais, foriste, et sur la ligne d'Olivier Faure. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Je dirais cependant que moi, pour avoir été un moment premier secrétaire de la fédération, elle a compté 3 à 4 000 adhérents et que maintenant c'est plutôt 10 fois moins. Le Parti socialiste se revendique d'un réformisme social. Comment est-ce que vous conciliez cette ambition sociale et les contraintes économiques, donc les finances, les dettes et également les arbitrages Alors, je vous dirais que moi je fais partie de ceux qu'on appelait les rocardiens. Je suis en retrait en politique. Michel Rocard avait 30 ans, il prenait la direction du PSU et je l'ai suivi en politique toute ma vie. Alors, je peux vous donner mon point de vue sur cette question. Et mon point de vue sur cette question, c'est qu'il faut tenir compte des réalités économiques. Il faut tenir compte des réalités du monde, pas que de l'économie, des relations sociales, de la vie politique. Et il faut essayer de faire converger les intérêts. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est par la bataille caricaturale ou incantatoire qu'on règle les problèmes. Je suis partisan de regarder les choses en cherchant des accords. Il reste qu'un des problèmes importants, c'est celui de la justice sociale et qu'il n'est pas question, quand on est de gauche, de faire fi de l'ambition de plus d'égalité et de justice sociale. Avez-vous eu pendant votre carrière justement alors par rapport à la justice sociale, mais également des fois des limites que vous avez pu ressentir justement à cause d'une question économique? Est-ce que vous avez pu ne pas aller assez loin à cause d'une question économique, d'un arbitrage budgétaire ou d'une dette pas possible
à financer? Je pense qu'il y a des contraintes économiques. Et personnellement, je pense qu'avoir un budget de la dette qui est supérieur à celui de l'éducation nationale, c'est dramatique. Et tout ce qu'on passe comme argent. Mais je pense que quand on parle de la dette, on parle de ce que l'on a à payer. Et on ne parle pas de la manière dont on contribue à l'intérêt public. Et donc, parler de la dette seule, sans parler de la contribution à la dette, quand on voit comment la fiscalité permet aux plus grandes fortunes de ne pas payer d'impôt sur le revenu, on s'interroge, quoi. Et je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas être tabous et qu'il faut examiner avec calme mais détermination. Sinon, c'est l'économie qui se bloque. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'étais professeur d'économie. Mon métier, c'était ça. Merci. On parle d'économie et de fiscalité, mais quels sont les combats que vous considérez comme les plus socialistes? Je ne raisonne pas en termes de plus socialiste ou moins socialiste. Je raisonne en termes de plus juste et plus indispensable. Aujourd'hui, par exemple, je pense que le problème de la grande pauvreté est un problème essentiel et qu'il faut traiter. Je n'irai pas, je ne serai pas dans de grandes théories, mais aujourd'hui, ça n'est pas admissible d'avoir de plus en plus de gens à la rue, que les problèmes sont complexes. Je ne pense pas que ça se règle d'un coup de baguette magique. Et l'actuel président de la République avait dit qu'1 an après son élection, il n'y aurait plus personne dans la rue. On voit les résultats. Ce sont des problèmes compliqués à traiter parce qu'il y a une dimension économique à ces problèmes, mais il y a aussi des dimensions psychologiques, de santé publique, etc. Mais je dirais que c'est le premier enjeu pour la période qui est devant nous. Il n'est pas tolérable que dans les sociétés les plus riches du monde, on ait ce genre de situation. Mais le deuxième problème, qui me semble important à traiter, c'est celui de la justice dans la contribution au service public. On est vraiment dans une situation où on croit qu'on pourrait réduire les dépenses de l'État indéfiniment. Moi, je pense que l'évolution de nos sociétés exige que la place du secteur public soit repensée et pas forcément dans un secteur en diminution, dans une optique en diminution. Je me souviens d'une réflexion de Jacques Delors au cours d'une réunion qui nous disait, vous savez, pour que l'économie tourne bien, il faut que les gens soient en bonne santé, les gens qui travaillent, il faut qu'ils soient bien formés, et sous une rubrique un peu simpliste, il disait il faut que les trains arrivent à l'heure. C'est-à-dire que les services publics structurels, les infrastructures et les services publics de base fonctionnent bien. Aujourd'hui, l'idéologie qui consiste à faire croire que la somme des intérêts particuliers est égale à l'intérêt général, ou que l'intérêt général est une erreur, pour ne pas dire, de la part de ceux qui soutiennent ça, un mensonge. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut des routes, des chemins de fer, des écoles, du téléphone, des réseaux Internet, et la nécessité de conserver une vraie capacité d'action passe par le fait qu'un certain nombre de secteurs comme ça soient orientés, des fois dirigés, pas forcément systématiquement dirigés, mais par la puissance publique. Mais justement, à l'échelle locale, quelles sont selon vous les actions à mettre en avant ou à mettre en place carrément pour faire justement démontrer un peu plus cette justice sociale et montrer vraiment à l'échelle locale que soit le Parti socialiste ou tout simplement la communauté, l'État s'implique de plus en plus? Je pense que au niveau, par exemple, des collectivités locales urbaines, les communes, les métropoles, la question des infrastructures, du logement, des services de proximité est importante. Je pense qu'en ce qui concerne le département, il est fondamental
que tous les services sociaux soient efficaces, fonctionnent bien et soient correctement conçus au plus près des gens. Et je pense qu'au niveau d'une collectivité qui est plus large, qui est celle de la région, l'action en matière de formation et notamment de formation professionnelle doit être sa priorité. Pensez-vous peut-être que la fusion des deux régions et le fait que la région soit de plus en plus grande et intègre de plus en plus de communes, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait pu être un frein justement pour la répartition de cette justice sociale? Un frein ou alors justement une opportunité? Je pense que c'est la nature de l'action qui est conduite par une collectivité qui détermine les choses. Moi, je n'étais pas un fanatique de ce regroupement en grande région, parce que ça éloigne les prises de décision et voir les transports scolaires du Cantal, du Nord Cantal à Mauriac gérés de la confluence à Lyon, ça ne me semble pas être un rapprochement entre le citoyen et le décideur. Mais la question n'est pas seulement celle-là. La question est quelle est la politique qui est menée par ces structures aujourd'hui. Et quel lien entretenez-vous aujourd'hui entre les syndicats et les salariés? Historiquement, on sait que la gauche locale s'est appuyée sur le monde syndical. Mais les syndicats sont des partenaires sociaux importants. Je dirais qu'aujourd'hui, ces organismes sont importants, mais ne sont pas les seuls. Je vois tout un secteur associatif. Quand je vous disais, une de mes priorités, moi, c'est la lutte contre la grande pauvreté. Ben, écoutez, je ne peux pas passer à côté des grandes organisations qui agissent dans ce domaine, que ce soit les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, ce secteur d'entraide, il me semble aussi particulièrement important. Voilà, il faut jouer le jeu avec les partenaires sociaux, mais je mets dans les partenaires sociaux tous ceux qui s'occupent du social, et pas seulement ceux qui s'occupent de ceux qui ont du travail. L'enjeu, c'est aussi de s'occuper de ceux qui n'en ont pas encore ou qui n'en ont plus, et ça exige de regarder les choses autrement. Nous tendons vers la fin de cette interview. Alors dites-nous, quelle place accordez-vous à l'écologie dans votre projet et comment éviter que la transition ne pénalise les classes populaires et les communes rurales? Alors là, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que on a l'impression que les problèmes de l'écologie sont nouveaux, qui sortent du chapeau et que il y a 5 ans qu'on a commencé à y voir clair et à se poser ces problèmes. C'est pas sérieux. Ces problèmes, on les connaît depuis longtemps et depuis les années 1970 où un rapport important, un rapport du Club de Rome et du MIT ont mis le doigt là-dessus. En 1974, il y avait un candidat écologiste à la présidence de la République qui s'appelait René Dumont et qui était un économiste particulièrement important. Pour ma part, j'ai fait mon travail personnel, mon mémoire, si vous voulez, de 3e cycle en sciences économiques sur l'intégration des questions de l'environnement à l'analyse économique. Et c'était en 1972. Donc c'est depuis cette époque que personnellement je trouve qu'il est important de s'y intéresser. Alors après, la question c'est du comment. Les enjeux sont mieux connus, les problèmes climatiques sont connus, c'est la manière dont on agit. Et il y a 2 dimensions qui sont à prendre en compte pour conduire une politique. Il y a la condition de compréhension d'information et de compréhension par la société, et puis il y a le levier de la coercition, de la loi et de la règle. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ces 2 dimensions. Et il ne faut pas penser
Il faut avoir beaucoup de respect pour la population. Pas penser qu'il y a d'un côté des gens intelligents et responsables politiques qui savent ce qu'il faut faire et que la population n'y comprend rien. En gros, je vous dis, je ne suis pas favorable à l'écologie politique qui serait punitive. Je dis qu'il y a trop de voitures dans les villes, mais je dis que ce n'est pas en privant de voitures ceux qui en ont besoin pour aller faire leurs courses ou aller à leur travail qu'on réglera le problème. C'est en trouvant des solutions aux problèmes des gens, pas en leur interdisant. C'est en trouvant les moyens de leur mobilité, de leur accompagnement. Et puis, je ne vais pas changer par un régime autoritaire ce qui est un fondement de la civilisation dans laquelle nous sommes, parce que l'automobile s'y est incrustée. Elle a correspondu à quelque chose d'important sur le plan économique, mais aussi sur une certaine conception de la liberté. Donc, ce n'est pas par décret qu'on réglera ce problème. Il faut le traiter, mais avec d'autres moyens et absolument en concertation et en tenant compte des besoins des populations. Je parle de l'automobile, mais c'est vrai pour tous les procédés. Et parfois, je trouve qu'il y a des solutions qui semblent miracles et qui sont peut-être plus compliquées. Je pense à toute l'incitation sur les voitures électriques qui, si tout le monde était en voiture électrique demain, exigerait un nombre de centrales que nous ne sommes pas capables de faire fonctionner. Il va falloir 15 ans pour les construire. Et je veux dire, il faut un peu de réalisme technique et social pour intégrer les problèmes de l'environnement, mais il faut absolument prendre ce problème à bras le corps. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir passer à la dernière question, perspective sur l'apprentissage. Comme vous le savez, nous sommes étudiants en apprentissage à l'IFIC. Et donc, perspective, je te laisse terminer. Oui, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'alternance en entreprise? Je pense beaucoup de bien de l'alternance. J'avais même fait une proposition pour qu'on fasse évoluer le ministère de l'Éducation nationale en deux composantes différentes. Je pense qu'il y a une composante de formation générale dans l'éducation et qu'elle est très importante et qu'il faut... Et je pense qu'il y a une spécificité de la formation professionnelle et qu'on ne s'intégrera pas dans des entreprises si on considère que c'est l'ennemi et que tout simplement on ne la connaît pas. Donc, je suis assez favorable. Je crois que je suis beaucoup plus favorable à l'alternance au fur et à mesure où on s'élève dans le niveau de formation. Aujourd'hui, beaucoup de formations post-bac gagneraient à intégrer davantage d'alternance. Mais le frein à l'alternance, ce n'est pas les formateurs, c'est la capacité des entreprises à accueillir des alternants. C'est là aujourd'hui qu'il y a une vraie difficulté. Sinon, je pense qu'on trouverait les moyens d'assurer les formations en alternance. Mais j'y suis personnellement très favorable. Et je préfère que quelqu'un à 20 ans soit en alternance que docteur d'État à 28 ans sans jamais avoir eu de contact avec le monde du travail. L'expérience, c'est important. L'expérience est importante. Par contre, il faut organiser à d'autres moments la possibilité de retour dans un système d'enseignement général, mais peut-être pour d'autres périodes, pour approfondir la formation générale et l'approche globale. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot alternance. J'aime beaucoup plus le mot alternance que le mot apprentissage. Parce que j'estime que l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on doit faire dans l'enseignement initial, comme dans la formation continue. Tout le monde est en apprentissage, quel que soit son ordre d'enseignement et de formation. Par contre, l'idée d'alternance, de passer d'un monde à l'autre, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, ou entre deux années, ça me semble être une idée intéressante et très riche. Merci pour votre avis et puis toutes ces questions. Merci.